Bonjour à tous et bienvenue au Combo. Max, avant de te parler du Canadien de Montréal, je vais te saluer et te dire comment ça va. Ça va bien, toi, Gonzo? Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Je suis un peu déçu, là, j'allais dire, tu sais, bienvenue à ce premier combo où le Canadien est éliminé. Je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Tu sais, on est beaucoup en mode bilan là, chez le Canadien de Montréal, avec le bilan, oui, de vendredi des joueurs, puis lundi, ce sera Hughes et Gorton également. Mais ça fait du bien d'avoir un bilan positif, contrairement aux dernières années où c'était peut-être un peu plus difficile. Je tiens à te féliciter, Gonzo. Pourquoi? Parce qu'en 1 an et des 3/4 maintenant de ce balado, il y a eu beaucoup de casquettes qui ont été portées. Je pense que c'est la première fois qu'il y en a une qui est portée dont le bleu cadre parfaitement avec les couleurs de l'épisode. Ouais? En tout cas, dans mon écran, là, ça se ressemble énormément. La petite casquette Montréal. Là. C'est bien. C'est pas mal Dodger Blue, je te dirais. C'est pas mal le bleu des Dodgers. Je sais pas peut-être comment que mon écran sort, est plus calibré. Mettons, si je regarde, moi, mon petit MTN. Non, le mien est plus foncé, c'est ça. Ouais, le tien est un peu plus foncé, ouais. En tout cas, bref, je vais te féliciter. Merci. Oui, mais non, c'était un compliment. Et d'ailleurs, semble-t-il, la meilleure phrase de l'histoire de ce podcast a été dite selon un auditeur en commentaire. À un moment donné, tu as dit je suis d'accord avec moi-même et ça l'a bien résonné. Ah oui, mais c'était à la blague, bien sûr. Je me rappelle la semaine dernière ou en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est une bonne quote, pareil. C'est une bonne quote. Ben oui, mais c'était un clin d'œil. Je suis tellement imbu de moi-même que je suis d'accord avec c'est ça, c'est bien connu. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, c'est connu dans le milieu que Gonzo est un tyran, imbu de lui-même, difficile à travailler avec. Blague à part, moi, je suis pas tant déçu, honnêtement. Moi, je suis très satisfait de la série que le Canadien a livrée. J'ai bien aimé ce que j'ai vu de l'équipe. J'ai bien aimé ce que j'ai vu des jeunes joueurs de l'équipe. Je comprends le partisan qui aurait voulu un match 6. Bien honnêtement, j'en aurais voulu un aussi. Mais je suis pas déçu. Je suis comme... Tout rendu là était de l'extra. Je comprends. Puis moi non plus, je le suis pas pour bien des raisons. En fait, c'est peut-être avant d'aller aux raisons, peut-être aller voir un sondage qu'on va ressortir au combo. On vous posait la question avant le match numéro 5 pour les partisans du Canadien de Montréal. Est-ce que les gens étaient optimistes ou peut-être pessimistes, je devrais dire? Mais c'est pas si pessimiste. Mais en tout cas, le monde pensait que le Canadien allait gagner. Là. Regarde. Le match 5, les gens étaient... Parce que lors du dernier épisode... On pourrait se faire un props à travers l'écran. Là. On a eu raison pour le match 3, on a eu raison pour le match 4. Les deux, on avait choisi Canadien match 3, Capitals match 4. Et là où après ça, on n'était pas d'accord, c'est que je pensais que le Canadien allait aller perdre ça en 5 à Washington. Et tu étais confiant de les voir gagner. Et 70% des gens étaient d'accord avec toi. La confiance des gens envers l'équipe n'a jamais baissé. Ou sinon, c'est vraiment ce que je dis depuis le début, un manque de respect envers les Capitals de Washington, parce que je sais pas pour toi, là, moi, personnellement, beaucoup de mes commentaires que je reçois sont « Bravo aux Caps, mais ils s'en vont se faire planter par les Hurricanes. » Ouais, c'est correct. Moi, je pense que, en fait, puis la raison au moment où on enregistrait ça aussi, que je voyais un match 6, c'est qu'on n'avait pas tous les détails non plus. On n'avait pas les détails sur Montembeault. On n'avait pas de Monty encore, c'est vrai. On n'avait pas les détails sur Carrier. Puis même dans le 70%, combien ont voté avant tout ça? Parce que là, Carrier a joué quand même. Mais ça, ils ont voté après, par contre. Ça, j'ai publié ce sondage-là le soir. Le soir du match. OK. Le soir de la veille. De la veille, OK. Parce que c'est quand même... C'est un défi qui était herculéen, je dirais, même de la part du Canadien de Montréal, là, sans Montembeault. Puis, bravo, Dobèche a quand même bien fait dans les circonstances. Mais tu t'en vas déjà avec ce que tu as comme équipe, pas de deuxième trio et tout le reste. Puis là, tu t'en vas sans Montembeault. Puis là, on pensait que Carrier allait pas être là aussi. Fait que c'est gros. Je suis un peu surpris du 70%, mais c'est des gens qui sont derrière leur équipe, puis c'est bien correct. Mais c'est ça. C'est ça. Ça aurait été 5 matchs, mais pour revenir rapidement peut-être sur le bilan qu'on peut tirer sur les séries, mais au moins ces 5 matchs où tu as été capable de prendre des notes. On a beaucoup parlé de ça cette semaine, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, le Canadien de Montréal manque de size, manque de grosseur, manque de papier sablé. » Je pense que ces 5 matchs-là, tu n'attraperas peut-être pas toutes des équipes et tout le temps grosses comme les Caps de Washington, mais on voit que pour ce jeune groupe-là, au moins une fois en séries éliminatoires, le jeu est un peu différent. Donc, effectivement, il manque peut-être un peu de papier sablé au Canadien de Montréal, peut-être un peu de format aussi, là, autant aux ailes qu'en défensive. Puis, au moins, tu auras eu ces matchs-là pour voir. Tu as eu des réponses. Montembeault, tu as eu des réponses. Tu as eu des réponses sur certains joueurs. Fait que c'est juste du bon pour le Canadien pour la suite, je trouve. Moi, je trouve que cette trame narrative-là a été surfaite un peu. Personnellement, le Canadien a besoin de grosseur.
est-ce que le Canadien comme équipe numéro 8 versus numéro 1, largement négligé, bande de jeunes, oui. a-t-il vraiment été déclassé par les Caps? Moi, je trouve pas. C'est pour ça que je trouve que ça a été surfait. Je trouve que ça a été surfait. Tu regardes les joueurs qui vont s'amener, tu sais. Si David Reinbacker se développe, je veux dire, c'est pas Chris Pronger dans son prime, mais c'est un gars qui a du gabarit. Après ça, tu regardes les attaquants qui peuvent arriver. Si Florian Jacquet se développe et devient un jour un joueur de 3e, 4e trio dans la Ligue nationale de hockey, ça va être intéressant. Fait que, moi, je trouve pas. J'ai vu tellement le commentaire que ça prend un autre gros ailier qui plaque comme Anderson. C'est pas que je vais être contre si ça arrive. C'est que moi, je ressors pas de cette série-là en me disant « Ah, là, par contre, il faut que le Canadien se grossisse. » Tu sais, quelque chose qu'on se dit des fois d'équipes qui font de bons résultats de saison régulière pendant quelques années puis sont pas capables de passer au prochain niveau. Le Lightning, ça sont passés par là. Les Panthers sont passés par là. Les Leafs sont peut-être encore en train de passer par là. Mais je pense pas que le Canadien est rendu là personnellement. Il y a encore beaucoup d'autres choses à régler avant de se dire « OK, là, il faut prendre un petit peu de poids. » Je suis d'accord avec toi, tu sais, mais quand je dis poids, c'est pas nécessairement comme c'est pour ça que j'ai rajouté papier sablé. Tu sais, ça va te prendre. En fait, le Canadien de Montréal n'a pas vraiment d'identité, mettons, sur un 4e trio. A pas vraiment, tu sais, on a vu Brandon Duham, qui est un bon exemple avec les Caps de Washington, puis Nick Dowd. Tu sais, on a un 4e trio qui est capable d'y aller d'un échec avant, qui a une identité de 4e trio qui sert encore plus aussi dans les séries. Tu sais, je pense au dernier match des Oilers également, tu sais, des gars comme Connor Brown, Trent Frederick. Ce genre de joueurs-là, oui, tu as Anderson chez le Canadien de Montréal, mais puis ça ne veut pas dire d'aller les chercher ailleurs. Comme tu dis, tu les as peut-être à l'interne. Là. Je veux dire, on a du poids qui s'en vient. On a Florian Jacquet, on a Luke Tuck, on a Tyler Thorpe. Tu en as dans l'organisation également qui ont été repêchés et qui s'en viennent tranquillement. En défensive aussi, tu en as avec des plus grosses charpentes. Fait que c'est pas nécessairement d'aller tout changer, de les chercher ailleurs. Je trouve juste que on réalise pour un jeune groupe que peut-être qu'il va falloir amener des éléments différents dans ce line-up-là, puis qu'on ne va pas garder tout le monde, Max, parce que on entend à gauche, à droite, on garde lui, on garde lui, on garde lui. On est rendu avec 6 trios et demi à Montréal l'année prochaine. Il faut faire des choix, puis des jeunes qui poussent aussi. Là. Oui, effectivement. Mais je suis d'accord sur les choix là, parce que j'ai répondu à quelqu'un aujourd'hui qui disait que c'était catastrophique si Yoel Armia et Christian Dvorak partaient. Et là, je me disais, ben là, wow, on n'a pas la même notion de catastrophe. Là. Non. Puis, tu sais, ça fait du bien d'un bilan positif parce que ce jeune groupe-là, là, on a des éléments cool là, chez le Canadien de Montréal. On a vu l'avantage numérique, là, Suzuki, Caulfield, Slav, Demidov, Hudson. C'est quoi? C'est genre 21,4 la moyenne d'âge sur l'avantage numérique. C'est parce que Suzuki le fait monter. En plus, tu sais. C'est que ces joueurs-là ont joué du hockey significatif, puis ils ont goûté aux séries éliminatoires. Puis et de qualité. Oui. Ils ne sont pas allés se faire varloper 5-0 tous les matchs. Non, ils ont tenu tête. Les Caps n'ont pas eu une grande série, honnêtement. Les Caps n'ont pas eu une grande série, je trouve. Non, effectivement. C'est pas pour rien qu'on avait... Toi, tu avais pris en 5. Tu avais pris en 5 quand même, hein, les Caps? Oui, moi, j'avais pris en 5. J'ai gagné. J'avais pris en 6. Moi, pour vrai, puis tu sais, on a eu des réponses sur Montembeault. Moi, tu sais, Montembeault, OK, ça a été un court échantillon, mais mon Dieu, c'est encourageant pareil, là, ce qu'on a vu de Montembeault en séries éliminatoires. Fait qu'il y a eu des bonnes choses qui sont sorties de cette fin de saison puis des séries éliminatoires du Canadien de Montréal, puis c'est encourageant pour la suite. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Je pense que n'importe qui se remet, même pas au début de la saison, au 22 février, tout ce qui est arrivé à partir de là, c'est strictement du positif. C'est quoi le plus gros positif pour toi? Tu peux en choisir juste un seul point positif parmi tous ceux-là. C'est une bonne question. Moi, j'ai le mien si tu veux pendant que tu y réfléchis. Vas-y donc, hein? Le plus gros point. Le plus gros point positif, c'est que Lane Hutson est un défenseur offensif de qualité extrêmement supérieure. C'est un défenseur on se disait que ce gars-là, tu sais, parce que voilà encore pas si longtemps, là, les plus sceptiques disaient que ça allait être, tu sais, le type de petit défenseur qui produit offensivement, mais pas de façon gargantuesque. Tu sais, je sais pas, moi, Shane Gostisbehere, qui est très bon offensivement, mais il y a une raison pourquoi il se promène d'une équipe à l'autre de la Ligue nationale de hockey, c'est que son apport dans l'alignement est bon, mais pas au point de compenser tous les autres, toutes les autres carences de son jeu. Non, je pense que Lane Hutson, c'est un défenseur de première paire de la Ligue nationale de hockey, tout court. Et ça, c'est énorme. C'est game changer. D'avoir eu les réponses aussi rapidement pour Lane Hutson, c'est incroyable. Tu sais, j'aurais le goût de te dire,
honnêtement, un des points vraiment positifs cette année, c'est la saison de Montembeault, qui était une première saison pour lui avec la charge de gardien de but numéro 1. Je l'ai trouvé solide. Je l'ai trouvé très solide en fin de parcours également. Puis j'ai parlé du court échantillon en éliminatoire. Puis on pourrait même dire le rendement des gardiens de but parce que Jakub Dobeš est débarqué. Puis on a vu son rendement sur la route. Puis même prêté main forte en séries éliminatoires. Tu sais, je te relance une question. Est-ce que le Canadien de Montréal va se magasiner un gardien de but substitut pour l'année prochaine ou c'est Dobeš-Montembeault? Mais non, c'est Dobeš-Montembeault. Voilà. C'est même pas une question. C'est même pas une question. Ben, la question se pose. Je pense que la question va se poser également au bilan, mais tu sais, tu as eu tes réponses. Puis Dobeš va être là. Puis tu sais, l'année prochaine, j'imagine que Montembeault risque d'avoir une charge peut-être un peu plus allégée, là, tu sais, à 3-4 matchs près. Puis au moins, ça te permet de mettre Fowler dans une position où il va voir du filet souvent aussi à Laval. Si Dobeš connaît un bon début de saison, je pense que le Canadien de Montréal peut avoir la situation idéale devant le filet. Ce que je veux dire par là, c'est que Monty prend la charge principale, mais moins que cette année, comme tu as dit. Disons 50 matchs, mettons. Ouais, même 55. Ben, moi, je dirais 50 pour que Dobeš 32. Ouais. À 32 matchs, Dobeš continue de se développer. Et comme tu as dit, Jacob Fowler peut prendre la pôle avec le Rocket de Laval, quitte à être épaulé par un vétéran. Puis là, je pense que c'est la situation idéale pour le Canadien de Montréal pour autant le succès à court terme, parce qu'on l'a vu cette année, avec Montembeault et Dobeš, tu peux rentrer en série. Le succès à moyen terme, parce que autant Dobeš et Fowler continuent leur développement chacun de leur côté. Et puis, ben... qui sait, un jour, peut-être que tu vas avoir à prendre une décision entre Dobeš et Fowler, peut-être pas. Parce que, tu sais, Dobeš, je l'aime beaucoup. Mais je trouve vraiment que le match numéro 5, ça a été exactement le parfait exemple de qu'est-ce qu'il y a encore à travailler. Je sais pas si t'as... Moi, ça me fascine à quel point... Oui, il y a ses déplacements et tout ça, là, comme il y a des... Tu sais, quand le Nord est perdu solide. Là. Solide, ouais. Genre, des fois, il revient puis il y a le poteau entre les deux patins. Là. Ouais, exact. Mais moi, j'ai remarqué à plusieurs reprises, puis je comprends que c'est Alex Ovechkin, là, mais je trouvais que... Puis pas juste Ovi, mais... Des fois, il fait un peu l'arrêt malgré lui, tu sais. La rondelle va y frapper, tu sais, il y a comme à peine... C'est un gardien de réflexe, en fait. Tu sais, c'est comme si au dernier moment, il a réussi à mettre le bloqueur dessus, tu sais, mais c'est pas en contrôle. C'est un arrêt, mais c'est pas un arrêt de gardien numéro 1, tu sais, qui te garde confiant. Fait il y a des choses à travailler, mais moi, je suis 100% à l'aise que le Canadien ait comme objectif l'an prochain les séries avec ce duo de gardiens-là. C'est pourquoi aussi je suis à l'aise et je suis content d'avoir entendu le capitaine le dire aussi lors du bilan. Il se fait poser la question, est-ce que le Canadien est encore en reconstruction? Et il a dit oui. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça peut, de un... Tu sais, il y a des partisans maintenant qui se disent « le Canadien de Montréal a fait les séries éliminatoires, on est correct pour les 15 prochaines années. » Non, il y a beaucoup d'autres étapes à franchir. Puis c'est pas parce que vous faites les séries au match 82 que c'est dans la poche pour l'année prochaine. Le but va être le même. L'année prochaine, l'objectif, ça va être de faire les séries éliminatoires. Oui, mais Suzuki a raison. Il te reste des jeunes joueurs à développer. Il te reste plein de choix également. Qu'est-ce qu'on va faire avec les choix? Est-ce qu'on va les transiger pour de l'aide? Est-ce qu'on va les utiliser puis finalement en transiger quelques-uns plus tard à la date limite des transactions pour avoir de l'aide l'année prochaine? On verra. Mais ce club-là a fait les séries, même s'il était en reconstruction et surtout, même s'il y a eu toutes ces blessures-là, tu sais, Goulet, Line et Doc, et tu n'as pas eu deuxième trio de la saison, Max. Ben, oui, t'en as eu un. Le trio des vétérans. Ben oui. OK, je comprends. Si tu y mets une étiquette de numéro 2, mais en partant au début de l'année, rappelle-toi, c'était Dax, Slav, puis tu sais, Newhook. Mais blague à part, on a aimé leur production, mais c'est pas une production de deuxième trio. Non, c'est un bon 3. Exact. Ils ont tous fait dans la trentaine de points. Gally a fait 20 buts. Ben, tu sais, je veux dire, c'est ça. C'est un bon 3. T'as de l'échec avant, t'as du papier sablé, t'as de l'énergie, c'est cher, mais c'est correct. Avant de poursuivre, Gonzo, parce que tu m'as fait penser à quelque chose, là, mais juste avant d'aller là, tu es un gros fan du UFC, toi? De l'UFC, les arts martiaux mixtes de l'UFC. Oui. Ben, fut un temps, non, j'ai compris du FC, c'est pour ça. Non, mais de l'UFC. Ben oui, parce que on en parlait un peu plus à l'époque où on avait l'émission Gage-tu à TVA Sport. Tu t'en rappelles, on le faisait un peu plus souvent. Ouais. On parlait un peu plus de UFC, de MMA. Ouais. Mais je te dis ça parce que tu sais que l'UFC s'en vient à Montréal. Pour la première fois depuis GSP, si je ne me trompe pas. Hein? Grosse promo. Je sais que la semaine prochaine, il y a une grosse conférence de presse également, avec GSP, avec notre chum Pat Côté également. Tu sais, les gros noms qui sont passés par la UFC également. Donc, tu l'as dit, grosse promo en cours sur Mise au jeu plus dans le cadre de l'UFC à Montréal. Tu pourrais recevoir jusqu'à 50 $ pour parier sur Mise au jeu plus. C'est commencé et c'est en cours jusqu'au
11 mai. Alors, tu n'as qu'à faire un pari simple ou combo de 10$ ou plus sur la MMA, sur l'UFC, donc d'ici le 11 mai. Et Mise au jeu va t'offrir donc un montant jusqu'à concurrence de 50$ pour parier. Alors, c'est en cours en ce moment. Donc, rendez-vous sur Mise au jeu plus pour profiter de cette offre spéciale. Ouais, puis je sais que c'est très populaire également dans les paris, là, avec la UFC, là, quand c'est un soir de gala, c'est gros. Puis également, il faut l'utiliser entre le 14 mai et le 13 juin. Là. De toute façon, vous avez vu les conditions applicables. Là, vous allez sur le miseaujeuplus.com pour tous les détails, mais c'est de l'argent qui traîne par terre. Et voilà. L'argent qui traîne par terre pour nos amis de mise au jeu qui sont généreux. Max, on a beaucoup parlé cette année des plateaux chez le Canadien de Montréal. Rappelle-toi, au début de la saison, on a fait du Suzuki, on a fait du Hudson, on a fait du Slav, on a fait du Coffee, on a même fait du Patrick Laine. D'ailleurs, c'est vrai qu'il faut que je te réclame les 2 pizzas au compteur. J'ai complètement oublié, mais... Moi, je ne les ai pas oubliés. Regarde, ils sont juste ici. Là. Donc, deux pizzas. Ceci étant dit, par contre, c'est une pizza parce que... Ah non, il y en a une... Ah, mon Dieu Seigneur, j'avais oublié celle-là. Ouais. Ah non, c'est 2 pizzas. Colorado, Minnesota, j'avais oublié, on avait ça. Ouais. J'avais complètement oublié. J'avais oublié celle-là. Hey, bravo pour le... Honnêtement, je suis surpris, je trouve ça beau. Pizza Place, pizza en jeu. Fait que là, le compteur est à combien avec ces unités-là? Là? Parce que pour ceux qui écoutent en format audio, vous ne voyez pas le tableau, mais il est magnifique. Là. Il est à 6. Je te dois 6 pizzas. Partez pizza sur mon bras. 6 pizzas. D'ailleurs, je disais à ceux qui écoutent en format audio, allez l'écouter en format vidéo également. Là. C'est facile, youtube.com, là, c'est le combo, puis vous allez vous abonner. Là, vous allez au moins avoir le... Puis au pire, vous l'écoutez, oui, en format audio, mais vous pouvez l'écouter aussi en format vidéo. Fait que, vous avez les suppléments comme ça, là, les tableaux de Max avec les pizzas, les cotes et tout le reste. Alors, merci d'être là. Merci d'être là parce que les derniers épisodes, dans le dernier droit, Max, ça a été parmi les épisodes les plus regardés, les plus écoutés. Alors, un gros merci. Et d'ailleurs, allez vous abonner à la chaîne YouTube de Mise au jeu. On frôle les 2000 abonnés sur la chaîne YouTube de Mise au jeu. Alors, allez-y. Et qui sait, peut-être que je vous inviterai au party pizza avec Gonzo. J'ai cru comprendre cette semaine que tu ouvrais bientôt ta piscine. Là. Ça, regarde, j'en ai pizza sur le bord de la piscine chez vous. Tu viens-tu t'inviter à te baigner, toi? Là? Ben oui, bien sûr. Okay. Écoute, j'habite dans un 4,5 au 2e étage, pas de piscine. Puis moi, ça, c'est un des... Moi, je suis un gars de baignade. Hein? Ah, moi, avec tellement. Fait que, tu sais, je suis un gars de piscine et un gars de baignade et un gars de pizza, surtout. Fait que c'est ça va main dans la main, Max. C'est parfait. Fait que, mais bravo pour ton tableau de pizza. Il était beau. Il m'a donné faim aussi. Pourtant, d'habitude, on dit qu'il ne faut pas manger avant de se baigner. Je sais pas en quoi la piscine est la... C'est vrai. Quand t'es petit, on disait ça. 1 heure de digestion après, là, tu vas avoir un petit malaise dans le creux. Là. Va pas dans le creux, là, tu viens de manger. Aïe. T'en rappelles? Ben oui. Je restais dans le pas creux. Je jouais à la lutte dans le pas creux. Tout ça pour dire que les plateaux chez le Canadien de Montréal, on a parlé des différents joueurs. Si on avait à s'amuser un peu et qu'on avait à se projeter, Max, parce qu'au début de l'année, je me rappelle que certains plateaux, mettons avec les joueurs du Canadien, entre autres Suzuki, je me rappelle de Caulfield également, puis je pense de Slav, les plateaux avaient été faits en raison de la récolte de points de l'année précédente. Oui. Est-ce que tu penses qu'on va faire la même chose? Parce que si je t'avais à te demander d'essayer de deviner le plateau, mettons, de points pour le capitaine Suzuki l'année prochaine. Une des raisons, je pense, pourquoi on parle du Canadien qui a fait les séries depuis tantôt, je pense qu'une des raisons pourquoi le Canadien a fait les séries, c'est que pas tous, mais presque tous les joueurs disponibles en début de saison ont atteint leur plateau de début de saison. Dak l'a pas atteint. Puis, j'ai dit de but, mais leur plateau, peu importe, là, ça peut être de but, point ou victoire, dans le cas de Samuel Montembeault, qui a atteint de loin. Donc, je pense qu'il y a Dak qui ne l'a pas atteint, il y a Joshua Roy qui ne l'a pas atteint. Et Madison. Et il y a Matheson qui ne l'a pas atteint. Dans son mais cas, les deux, on l'avait pris en dessous. Exact. Mais dans le cas de Madison, c'est quasiment, entre guillemets, pas grave, parce que tu as Hudson qui est venu compenser pour beaucoup plus, puis Matheson a fait autre chose. Suzuki, je pense que l'an prochain, son plateau va être à 89,5 ben pile. Je pense qu'on va y mettre le plateau des 90 points comme over-under. Je suis d'accord avec toi. D'un, cette année, il a fini à 89. Puis l'année prochaine, la prochaine étape serait de... Il a fait le point par match cette année. L'année prochaine, ce serait d'atteindre le plateau des 90 points. Et ça va pile poil avec sa récolte de cette année. Fait que pourquoi pas juste ajouter un 0.5 au 89 qu'il y a eu, puis de voir s'il est capable d'accéder un peu plus loin. Une année complète en avantage numérique avec Lane Hudson. Une année où il y aura plus de Demidov également. Il y aura un deuxième joueur de centre, idéalement, qui va pouvoir peut-être alléger ce qu'il y a dans son assiette et pouvoir lui donner peut-être des minutes un peu plus fraîches. Il y en a qui pensent que ça va diminuer sa production. Mais moi, je pense qu'il...
Je serais même game, Max, de tout de suite te dire au-dessus de 89,5. Sais-tu pourquoi? J'écoutais le capitaine en bilan. Il est conscient. Il a dit que c'est un rêve pour lui d'aller jouer aux Jeux olympiques et il veut avoir un bon début de saison. Puis on sait qu'habituellement, cette année, mettons, ça a été plus tranquille son début de saison. Alors, je m'attends à un bon début de saison l'année prochaine pour Nick Suzuki, qui est une année olympique. Puis déjà aujourd'hui, je serais capable de dire je vais faire plus de 89,5. S'il était disponible aujourd'hui, je ferais la même chose. Pour les raisons que tu as nommées, j'en ajoute une. Les blessures me font pas peur dans le cas de Nick Suzuki. Non. Ça n'a jamais été un problème. Ça peut le devenir. Ça ne veut pas dire que ça ne le deviendra pas un jour. Je veux dire, t'es pas à une mauvaise chute dans la bande de te casser une jambe. Là, ça peut arriver, ouais, puis il était blessé. Il l'a dit là aussi. J'étais blessé en fin de saison. Si on avait déjà clinché, si on était déjà en séries éliminatoires, peut-être que j'aurais pas joué les derniers matchs. Là. Exact. Mais c'est un gars qui prend soin de lui. C'est un gars qui joue la game d'une façon où il va continuer, je pense, pendant longtemps sa streak Ironman, puis il se rendre peut-être un jour dans, peut-être pas à la Burns, à la Kessel et compagnie, là, mais ça va être intéressant à surveiller. Donc, pour cette raison-là que j'ajoute, je suis pas inquiet pour lui pour le over-under. OK. Cole Caulfield. Cole Caulfield, si tu avais à deviner, est-ce qu'on est game l'année prochaine du côté de mise au jeu à dire plus ou moins 39,5? Non. Ou est-ce qu'on prend les buts de cette année et on se dit plus ou moins 37,5? Je pense que ça va être 35,5. Ah ouais, pourquoi 35,5? Feeling, je pense que Caulfield est inconstant. Je pense qu'il arrive à un âge où on ne s'attend plus nécessairement à une progression graduelle vers d'autres plateaux pour lui. Je pense qu'on aime la rondeur. Fait que 35,5, je trouve que c'est une belle rondeur. Je pense pas qu'on va aller jusqu'à 39 ou à 40. Fait que 35,5. OK. Moi, je vais le mettre un peu plus haut. Je pense qu'on va être game d'y aller à 37,5, mais j'attends de voir également ce qui va se passer avec Patrick Laine. Parce que... Très bon point. Tu sais, si on décide, puis là, on ne sait pas ce qui va se passer avec Patrick Laine, mais si jamais il y a une transaction ou si jamais on décide de le racheter, bien, Caulfield reprend son bureau en avantage numérique. Puis on a vu le 4-9 avant le match numéro 5 aussi en avantage numérique avec Demidov, Hudson. Une année complète en avantage numérique pour Cole Caulfield dans son bureau, là où il était avant avec un Lane Hudson à la pointe, puis un Demidov. Va lui amener. Là. Si on dit, OK, prends les 20 buts de Laine puis donne-en, mettons, quoi, il y en a eu 15 en avantage numérique, donne-en à moitié, ben, il finit avec 40 quelques buts. Là. Fait que je vais attendre de voir les données sur Laine pour pouvoir me prononcer, mais je trouve que Cole Caulfield a vraiment pris une coche cette année. Je trouve qu'il est devenu un joueur un peu plus complet, puis il en a été question dans son bilan aussi. La récolte a suivi parce que, veut pas, il a joué quand même avec Suzuki pour la majeure partie de la saison, mais si on lui avait donné le poste en avantage numérique là où Laine était toute l'année, il en marquait 40 cette année. Ouais? Ben oui, il en marquait, Max. Regarde, depuis que Laine est débarqué, là, Caulfield n'a pas marqué beaucoup de buts en avantage numérique. Non, mais même si tu le remets là puis il y a Demidov de l'autre côté, tu sais, peut-être que... En même temps, ça peut aussi l'aider. C'est parce que j'allais dire, si l'avantage numérique qu'on a vu qui a fini les séries commence la saison prochaine, c'est ça qui va faire la force, je pense, de cet avantage numérique-là, c'est que ça va être un avantage numérique qui va avoir de la versatilité dans son jeu. Suzuki va pouvoir marquer des buts. Demidov va pouvoir marquer des buts. Caulfield devrait quand même être le tireur principal. Puis, tu sais, même Slav peut récolter les vidanges autour du filet. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va en marquer 8 de plus juste à cause de ça. T'sais. Je comprends. Moi, je pense que c'est à 5 contre 5 où il s'est vraiment amélioré et qu'il va continuer de bien faire l'an prochain. Ouais, puis cette année, il faut dire, là, ça a été sur la route. Cole Caulfield a été un des meilleurs buteurs de la Ligue nationale de hockey sur la route. Parce qu'il en a marqué juste 10 sur 37 en avantage numérique cette année. Aspect à pas négliger aussi, par contre. Le Canadien était encore, entre guillemets, facile à affronter à 5 contre 5. Neutralise ce trio-là, puis ça va bien aller. Et dans le dernier 2 mois de la saison, personne n'était capable de le faire, ou presque. Si soudainement, tu as, peu importe que ce soit Demidov sur un autre trio ou il s'en va avec lui puis Suzuki, Slav est placé sur une deuxième ligne avec un bon autre joueur de centre. Si tu as un bon deuxième trio, soudainement, les confrontations de Nick Suzuki et Cole Caulfield à 5 contre 5 vont peut-être être meilleures. Moi, c'est une des raisons pourquoi je pense que, entre autres, Nick Suzuki va aller au-dessus de 90 l'an prochain. Là. Mais je pense que ça s'applique aussi à Caulfield. Ouais, puis, tu sais, ça va encore revenir. Bon, on va en parler dans les prochains instants, là, mais ça va revenir encore à c'est qui ton deuxième joueur de centre. T'sais. C'est ce qui va dicter un peu qui va... c'est quoi tes combinaisons? T'sais, si tu es un joueur de centre qui est plus corpulent, t'es game de le laisser avec Demidov. Sinon, Slav, il joue là-dedans. Puis d'ailleurs, Slav, si on peut compléter peut-être avec le premier trio, Slav, cette année, je me rappelle qu'au début de la saison, on a quand même eu une belle discussion là-dessus, puis on essayait de modérer un peu les attentes aussi envers Slav, puis on disait, s'il fait une 60aine de points, c'est correct. Là, les gens qui voulaient déjà le voir à points par match, ou même à 70 points, on trouvait que c'était un petit peu élevé.
C'est la même production, Max. 51 points, dans le fond, cette année pour Slav. C'est 1 point de plus en 3 matchs de moins. Je sais, mais tu comprends. Mais tu fais bien. Rigueur. L'année prochaine, c'est quoi son plateau? Non, mais mettons que cette année, on est allé un peu plus haut parce qu'au début de l'année, on l'avait boosté un petit peu. Est-ce que tu es game de le mettre plus haut ou tu penses qu'il va être autour de 50 encore? 55,5. 55,5? 55,5. Et ça va être un over. L'an prochain, c'est un over facile pour Slav, de 55,5. L'an prochain, c'est entre 65 et 70 exclus. Là. Fait qu'entre 65 et 69 points pour Slav. J'ai déjà hâte de voir les offres. Moi, j'allais dire au moins une soixantaine de points. Faut au moins qu'il marque 25 buts, là, d'ailleurs. Faut qu'il en marque plus, puis tu veux le voir surtout plus souvent, au niveau de la constance. Puis pas au niveau de la constance, au niveau des points récoltés. La constance au niveau des batailles gagnées, de l'implication physique. Slav, c'est comme, on dirait que c'est un peu vargé dessus toute l'année. Là, il a été dur envers lui-même, puis je suis capable de jouer plus, puis l'affaire de Brady Tkachuk, puis l'affaire du jeu physique. On veut éventuellement qu'il aille chercher plus de constance. C'est normal, avec l'âge qui est encore jeune, là, mais moi, l'année prochaine, là, plus de hargne, puis au moins 60 points. Au moins. Je signe. Je signe. Ouais, moi avec, je signe. OK, là c'est le fun. C'est le fun. Je suis prêt. Deuxième année, Max. Deuxième année de Lane Hudson. Est-ce que c'est la game de la deuxième année ou est-ce que tu penses que c'est l'année de... Non, mais on s'entend, il y a plein de monde qui vont dire « Ben non, Lane Hudson, il ne sera jamais capable de répliquer ce qu'il a fait cette année. » Puis tu le quittes, mais en même temps, c'est une année où il va avoir la première vague en avantage numérique depuis le début de la saison. Est-ce qu'il est capable vraiment de passer ce plateau-là puis d'aller plus haut déjà en sa deuxième saison? Est-ce qu'ils vont oser mettre le over-under à 70? C'est gros. Je pense qu'on va... Non, tu sais, ça ne m'étonnerait pas que ce soit 65,5. Quinn Hughes avait eu une petite baisse de régime peut-être 66,5, mais... Quinn Hughes avait eu une petite baisse de régime à l'an 2. Il y a beaucoup de joueurs qui ont eu des baisses de régime à l'an 2, tu sais. OK, c'est ça. Kyle McCarr a fait le point par match l'an 2. C'était sur seulement 44 matchs, là, c'était la saison écourtée. Je pense qu'ils vont mettre le over-under à 65,5, puis je pense qu'il va faire 70 points. Fait qu'il fait pareil. Mais tu sais, une année complète de première vague en avantage numérique aussi, c'est... Puis avec Demidov. Ouais, puis Demidov, oui, mais avec des joueurs aussi avec lesquels maintenant il y a des atomes crochus. Rappelle-toi au début de la saison, c'était drôle, il y a même des joueurs qui le disaient, il était tellement imprévisible qu'il l'était pour ses propres joueurs. Oui, mais moi, je vais être... Demidov aussi, là, je veux dire... on n'a pas vu ça souvent là, cette saison. Là. Nick Suzuki se transformait en Alex Newhook comme on le vu en avantage numérique dans le match 5. Là. Je pense que lui-même, il n'a jamais reçu de passe. D'habitude, c'est lui puis Hudson qui servent des passes. Puis là, c'est lui qui se fait servir comme ça. C'est l'équivalent. Ben oui, c'est ça. C'est l'équivalent de la personne qui a tout fait pour tout le monde toute sa vie. Puis pour une rare fois, c'est lui qui reçoit un petit quelque chose. Le papa de bonne famille qui, quand ses enfants rendus un peu plus vieux, lui donne un petit quelque chose. Là. C'est ça! Nick Suzuki était comme « Quoi? Je me fais servir ça, moi? » Fait que je pense sur un plateau. Exact. Je pense que Demidov et Hudson l'an prochain, déjà en avantage numérique. Chacun, là, Hudson en haut à la pointe, puis Demidov sur la bande droite, là, ça va être mortel, puis ils vont servir tout le monde, puis ça va être incroyable. Ça va être le meilleur restaurant en ville. Nickel. Même pas besoin de boss boy. Les deux vont reconnaître toutes les commandes dans leur tête, même pas de calepin. Ils vont t'amener ça, tchouk, 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 comme dans Ratatouille à la fin du film. Tu sais, quand le personnage principal, il se met sur des patins à roulettes, là, puis le petit chef, là, il fait les aliments, puis Linguini, il se met les patins à roulettes, puis il fait le service. Ça, c'est Demidov puis Hudson l'an prochain. J'allais te dire, ce que tu décris avant la passe sur Ratatouille, c'est pas mal un buffet. Là. Mais non, au buffet, tu vas te servir toi-même. Ah ouais, mais c'est ça. Ça marche pas? Il y a des serveurs, il y a des serveuses au buffet, mais ils servent à quoi? D'ailleurs, ils servent à rien. Je sais pas, c'est quand la dernière fois que tu es allé dans un buffet, de toute façon? Depuis la COVID, on dirait que ça n'existe pas. Moi, je vais être un vrai, mettons, buffet, là, resto à buffet. La dernière fois, c'était au secondaire. À Sherbrooke, proche de mon école, il y a une place qui s'appelle Buffet des Continents. Ouais. Ça, j'ai entendu. Je me suis jamais visité cet endroit-là, par contre. Sinon, tu sais, je veux dire, il y a des buffets dans des réceptions, là, que ce soit mariage ou... Moi, ce que j'aime, des buffets de brunch, des buffets de déjeuner. Ah oui, ça, je me corrige. C'est vrai, cet hiver, je suis allé dans Charlevoix avec ma blonde et on est allé là au... je vais pas nommer l'hôtel, pour pas faire de plug gratis, mais tu sais, il y a un hôtel là, où il y a un spa intégré puis une ferme. Vous savez savoir duquel je parle si vous êtes déjà allé dans cette région-là. Il y a des belles vaches Highland. C'est le fun.
peux aller les voir, puis ils font... Bref, il y a un beau buffet déjeuner dans cet hôtel-là, c'est sensationnel. Un excellent buffet. J'ai pris 3 assiettes. Je voulais tout essayer. Des buffets déjeuner comme ça, des buffets brunch, c'est bon. C'est très bon. La première fois que j'ai côtoyé un buffet comme ça déjeuner, c'était lors d'un tournoi de baseball au ranch du Spaghetti, sur le bord de la 10, tu dois connaître. Ben oui. Qui n'existe plus aujourd'hui. Ouais, ça existe encore? Ça n'existe plus, hein? Proche de la sortie 100, là, 106, non, ou je pense que ça a juste... peut-être parce que là, c'est rendu une autre affaire qui est là, mais je pense que ça a peut-être juste déménagé. Bon, ben, tout ça pour dire que cette fameuse on se rappelle de nos premières fois, hein, cette première fois, ben, j'avais fait une indigestion de bacon parce que c'est la première fois qu'on m'avait laissé tout seul devant un plateau de bacon et que j'en avais à volonté, ben, j'en avais mangé pour c'est ça, quasiment faire la route de façon difficile au retour, disons. Je te confirme que ça a juste... de l'auto de ma mère. Ça a juste déménagé à Sherbrooke. Il me semblait que c'est pas chez mes grands-parents. Je suis allé récemment, puis il me semblait que j'avais spoté ça. Ah oui, c'est rendu ici, ça. Le ranch spaghetti. Ouais. Alors, tout ça pour dire que ce sera un buffet, oui, chez le Canadien de Montréal en avantage numérique. Mais pour terminer la cerise sur le Sunday, Max, pour devine la cote de l'année prochaine, Demidov. Combien de points pour Ivan Demidov? Oh. Est-ce qu'ils vont... OK, check bien. Ça, c'est une bonne question, OK? Est-ce qu'ils vont mettre le total de points de Demidov aussi bas qu'était celui de Lane Hutson l'an dernier? Non. Non, en raison de ce qui est arrivé avec Lane Hutson et en raison du fait qu'on l'a déjà vu sur la première vague en avantage numérique en série. Fait 42,5, 45,5, 50,5. J'aurais dit 45,5, moi. OK. Je te relance une deuxième question. Ouais. Parce que là, tu viens de parler de qu'est-ce qui va influencer le pourquoi. Est-ce que les saisons recrues de Macklin Celebrini et Matvei Michkov va faire en sorte que ça va être encore plus élevé? Parce qu'on parle quand même de 2 gars qui ont fait du 60 points cette année, 63 chaque. Possiblement, c'est un bon point. Mais je trouve que c'est... Tu sais, on a tellement augmenté le nombre de points de Hutson combien de fois dans l'année? Peut-être une dizaine de fois quasiment là, pour le total de points dans les offres de paris sur le mise au jeu plus, que je pense qu'on va commencer plus haut cette année. Est-ce qu'on est game de commencer déjà à 49,5? Tu sais, 50 points, c'est beaucoup pour une recrue, là, même si c'est un joueur à la fin. T'apprends pas de tes erreurs. Non, je te dis pas. Je te dis pas que je vais pas prendre over. Je te dis que la ligne à 49,5. Sais-tu quoi? Moi, j'allais dire encore plus haut. Je pense qu'elle va être à 59,5. Hey, 59,5, tu prends au-dessus ou en dessous? Au-dessus. T'es un malade. Mais non, je prends au-dessus. Voyons donc. Pour vrai? Ben oui. Hey, moi, là, Ivan Demidov l'an prochain, je suis pas surpris s'il fait au-dessus de 75 points. 75 points, Max? Regarde, mark my word, l'an prochain, Ivan Demidov est le 2e meilleur marqueur du Canadien. Man, pour vrai... S'il se blesse pas, là, évidemment. Max, si Demidov fait 60 points l'année prochaine, tu peux lui donner le Calder. Ben oui. Non, mais 60 points, là, les gens vont sauter sur place. C'est une recrue. Oui, il a le potentiel pour faire le point par match, mais il est à ses premiers pas dans la Ligue nationale de hockey. On ne sait même pas c'est qui son joueur de centre. Tu sais, ça aussi, c'est une autre affaire. C'est que tant aussi longtemps que tu ne sauras pas c'est qui ce fameux 2e joueur de centre, ça revient à, tu sais, mettons, là, on jase, OK, on fait du chemin ensemble. Puis, c'est rien, là, mais on a beaucoup parlé, puis on va en parler là, de Sidney Crosby. Si Crosby débarque, puis c'est lui joueur de centre, puis que Demidov joue avec, ben, je suis game d'y aller over, puis je te dis qu'ils vont faire 70 points. Mais si, mettons, je dis n'importe quoi, c'est Bo Horvat, ou c'est Granlund, ou c'est... Tu comprends? La ligne, elle va être différente selon c'est qui son 2e joueur de centre. Toi, tu viens-tu comme ça, casually, en plein milieu d'une émission, de laisser tomber aux gens que Crosby à Montréal, c'est une possibilité, là? C'est quoi? Tu veux que le pont Champlain soit bloqué, toi, là, à soir? Moi, je pense que depuis qu'on a congédié Mike Sullivan, c'est... Puis, tu sais, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Phil Bourque qui l'a dit cette semaine, Max. Phil Bourque, là, qui était à l'emploi des Penguins de Pittsburgh aussi, et qui a joué pour les Penguins de Pittsburgh en raison du congédiement de Mike Sullivan. Il a dit pour la première fois, je crois que c'est une possibilité de voir Sidney Crosby quitter Pittsburgh. J'en reviens pas. C'est toi qui y croyais. Tu y croyais avant. Tu disais que c'était le fun de rêver et tout le reste. Oui, pis ça, il y a des affaires dans la vie, là, que tu crois à ça secrètement, tu gardes ça chez vous, tu le dis pas sur les plateaux. Tu vas pas dire sur la place publique que tu crois pas que l'être humain est allé sur la Lune. Si tu veux le croire, même si ça a été prouvé que c'est arrivé, tu gardes ça chez vous.
Tu dis pas ça à la place publique. Je crois à Sidney Crosby à Montréal. Tu lances pas ça comme ça. Faut se préparer à ça. Non, mais là. attends un peu. Je t'ai pas Faut dit se que préparer à ça. Je t'ai dit que les noms qui sont évoqués, je veux pas, en raison de ce qui est arrivé là-bas à Pittsburgh, c'est un nom qui va faire du bruit dans notre saison. On commence déjà à l'entendre. Après, c'est de savoir il va aller où. Tu sais, écoute, on a entendu de toutes les couleurs là, dans la dernière semaine. Tu sais, OK, mais c'est ultimement, là, Max, c'est Sidney Crosby qui va décider. Il a une clause de non-mouvement. S'il la lève, est-ce qu'il veut venir jouer avec son équipe d'enfance, le Canadien de Montréal, et la propulser à l'étape supérieure? Est-ce qu'il veut jouer avec son chum McKinnon au Colorado? Mais là, le retour de Landeskog aussi complique les choses avec le 7 millions. Est-ce qu'il va vouloir retrouver Mike Sullivan avec les Rangers? Je dis n'importe quoi. Ah non, tu viens pas de dire ça. Non, mais tu comprends-tu? Non, on jase, là. Non. En plus, tu dis ça, puis sais-tu quoi? Je m'achèterais, je pense, un chandail de Crosby des Rangers. Ce serait bon. Le chandail bleu des Rangers, c'est mon chandail préféré. OK, mais attends, mettons, on fait du chemin là-dessus. OK, on jase. Là, puis on s'amuse. On s'amuse cette semaine au combo. Attends, c'est qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire? Ce que tu viens de faire, là, OK, pendant que tu parlais, j'y ai pensé. C'est parce que ce que tu viens de laisser tomber comme ça, OK, là. Tu sais, dans la vie, si tu essaies d'avoir un enfant, puis ta blonde vient de dire « Je suis enceinte », tu tombes pas des nues. Mais si tu n'es pas en train d'essayer d'avoir un enfant, puis ta blonde te dit « Je suis enceinte », la surprise est une surprise, mais elle n'est pas la même. Et toi, comme ça, tu viens de m'annoncer qu'on attend un enfant. Puis je m'y attendais pas. Non, Max. Je suis totalement en désaccord avec ta comparaison. Là. Ben non. Sidney Crosby, c'est pas la première fois qu'on en parle ensemble au combo. C'est un nom qui a déjà été lancé, puis juste en raison du fait que il y a les atomes crochus avec Montréal, le fait que Montréal cherche un deuxième joueur de centre et tout ça. Après, est-ce que j'y crois, c'est autre chose. Je te dis juste que le nom est soulevé un peu partout, puis c'est un des candidats qui est dans la liste. Mais la question que je te renvoie, par contre, si jamais il y avait un pari sur Sidney Crosby, OK? On s'entend que, mettons que la question est... Sidney Crosby portera les couleurs de quelle équipe l'année prochaine? Les Penguins de Pittsburgh vont être à comme 1-0-1. Ouais, on est d'accord. Dans les autres équipes, est-ce que le Canadien de Montréal est l'équipe derrière les Penguins de Pittsburgh? Non, l'Avalanche. Ah ouais, moi, je te dis que le Canadien, pour moi, est devant l'Avalanche. OK, mais attends un peu, par contre, t'as raison. Parce qu'on est à Montréal et parce qu'il va y avoir plus de paris sur le Canadien, la cote du Canadien va tomber deuxième. Ah, mais moi, je n'irais même pas en raison de ça. C'est vrai? Parce que l'Avalanche du Colorado, OK, puis là, on ne sait pas parce qu'au moment de l'enregistrement, ils ne sont pas encore éliminés ou ils ne sont pas passés au deuxième tour. Mais Crosby qui débarque avec l'Avalanche, c'est quasiment si Kevin Durant débarque avec le Golden State. Quand même pas, mais je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que Sidney Crosby va vraiment vouloir aller ailleurs pour gagner une autre coupe puis se faire dire « Ouais, mais tu sais, il est allé dans une équipe pactée avec McCarr, McKinnon et tout ça. » Il y en a déjà 3, par contre. Je comprends, mais s'il vient terminer à Montréal dans une équipe qui est dans le vent et qui a de bons éléments pour avancer, ça peut peut-être être un peu plus satisfaisant pour lui de voir une équipe passer au prochain niveau en les aidant. Tu comprends? Oui. Puis, moi, j'ai toujours cru que s'il avait à quitter Pittsburgh, remarque que je dis cru, c'est peut-être plus du wishful thinking. Là. Ben oui. Je me suis toujours dit, me semble que Montréal a bien plus d'allure pour lui que Colorado. Tu vois? Surtout, moi, je pense que... Tu sais, souviens-toi, là, 2020, quand Tyler Toffoli débarquait à Montréal, puis qu'il a dit que ce qu'il avait vu Nick Suzuki faire dans la bulle l'avait convaincu de signer à Montréal. Suzuki, puis je me souviens pas, j'allais dire Max Domi, mais là, Domi il était là. Mais il a été changé cette saison-là pour Josh Anderson, là, mais en tout cas, parce qu'il me semble qu'il y avait 2 gars qui avaient nommé, mais entre autres Nick Suzuki, qui était tout jeune à ce moment-là. Ah, c'était peut-être Kéké, remarque, qui lui est parti bien vite. Là. Mais bref, tu sais, il avait dit d'avoir vu ce que ces jeunes-là font, ça me porte à croire qu'ils vont être meilleurs qu'ils ont été, puis ça m'a donné le goût de signer là. Fait que moi, je pense que si t'es un gars de la trempe de Sidney Crosby, ou après ça, n'importe qui d'autre, Sam Bennett, s'il est agent libre, ou un joueur qui est un joueur de centre, qui a une clause de non-mouvement, puis qu'il faut qu'il accepte de la lever. Je pense que Montréal, avec tout ce qui est arrivé cette année, puis c'est quoi? La confrontation des 4 nations, je suis convaincu que ça a aidé. Monty a dit dans son point de presse de fin de saison qu'il y a bien des gars qui ont dit sur Équipe Canada qui ont été impressionnés par Montréal, puis pas juste l'ambiance, mais les installations et tout le reste. Je pense effectivement que Kent Hughes peut réussir un coup de circuit cet été pour le deuxième centre. Est-ce que c'est Sidney Crosby? Je ne sais pas, mais ça devient soudainement réel. 2 autres choses pour Sidney Crosby. Tu as parlé des 4 nations.
Colin, j'ai perdu mon point. Mais sinon, c'est. Je m'excuse, j'ai parlé trop longtemps. Hein. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. L'autre qui pourrait être un point qui est dans la balance, c'est Chris Letang. Tu sais, Chris Letang. Tu penses que Chris Letang viendrait avec? Non, pas au point de prendre les 2 contrats. Non, c'est D'ailleurs, ça. c'est un défenseur droitier, par exemple, mais c'est 3 autres années à 6,1, c'est beaucoup trop. Très offensif aussi. Mais c'est surtout que je pense que Chris Letang pourrait être consulté si jamais il y avait une décision à prendre. Et Chris Letang n'a que de bons mots sur Montréal. Donc, est-ce que ça pourrait être un incitatif pour Crosby? Là, c'est une hypothèse de ma part, là, tu comprends? Ouais, mais sur celle-là, c'est un bon point, mais je te donnerais le contrepoint que ouais, mais Chris Letang joue encore à Pittsburgh. Il pourrait aussi dire hey, va-t'en pas. Ouais, mais je veux pas que tu t'en ailles. Je comprends, mais s'il y en a un des 3 qui lève, là, tu sais, s'il y en a un des 3 qui dit OK, je suis game de lever, les 3 vont lever. Tu sais, si Crosby s'en va, Malkin s'en va, puis Letang aussi va vouloir s'en aller. Malkin, oui, parce que soudainement, Malkin, comme deuxième centre, est sur un contrat intéressant, puis qui finit. Il reste pas juste une année de contrat à Malkin? Une année, ouais. Fait, mais le temps, est-il. Ben, à 50% retenu, le temps peut partir. Ouais. À 50% retenu, le temps part. Ouais, le temps part. Oui, si tu retiens, puis tu vas retenir. Parce que Chris Letang, on l'aime bien, mais je te dis, il n'y a pas une équipe qui va payer 3 ans à 6,1 pour Chris Letang. Peux-tu imaginer si le Canadien faisait l'acquisition de Crosby et de Christopher Letang à 50% retenu? Max, pour vrai, il y a des émissions spéciales pendant une semaine à Montréal. OK. Pas à l'échelle, entre guillemets, planétaire, là, mais à échelle montréalaise. Serais-tu d'accord que cette transaction-là est encore plus grosse, à échelle montréalaise, j'insiste, là, que Luka Doncic aux Lakers? OK, je pensais que tu allais dire... Ben, je vais dire non. Ben oui. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je pensais que tu allais dire est-ce que c'est la plus grosse transaction depuis Patrick Roy est parti? Ben, aussi. C'est plus gros que Weber puis Subban. Ça peut le devenir s'il vient gagner une coupe. S'il vient gagner une coupe, ça devient plus gros que Crosby, c'est comme... L'affaire, c'est que c'est le chemin inverse. C'est Patrick Roy est parti, tandis que Crosby arriverait. Sais-tu quoi? En fait, c'est l'anti-Patrick Roy. C'est comme... Ouais. 30 quelques années plus tard, c'est... Le retour. C'est enfin exact. Le retour du balancier. Sais-tu quoi? Fait que dans le fond, là, c'est comme Star Wars. Il y a une trilogie, puis à chaque fois, 20 ans plus tard, il y a une autre trilogie. Fait que là, c'est ça, tu sais, c'est comme... Fait que là, tu me dis-tu qu'il y a 3 joueurs qui s'en viennent? Ou... Imagine les 3 amigos. Arrête, là. Hey, c'est moi qui vends du rêve. C'est toi qui es allé là. C'est toi qui es allé là. Non, c'est toi qui as parlé de trilogie. Mais honnêtement, tu as nommé quelques candidats. Ça, c'est un dossier qui va faire réagir et qui va attirer l'attention tout entre-saison là, pour le Canadien de Montréal. Mais si on avait des cotes pour une liste de candidats chez le Canadien de Montréal pour être au poste de 2e joueur de centre, ce serait qui le favori? C'est qui? Mettons là, on regarde, tu as des joueurs autonomes, tu as des joueurs qui sont potentiellement disponibles. Mettons qu'on nomme une coupe de noms. Tu as Tavares, tu as Duchesne, tu as Bennett, tu as Granlund. Là, on a parlé de Crosby. Tu veux-tu ajouter comme quelques noms dont on avait déjà parlé? Il y en a beaucoup qui disent est-ce que Dylan Larkin va être disponible? J'y crois pas. Robert Thomas, on peut le tasser. Tage Thompson, Mason McTavish. Moi, McTavish, je pense que les Ducks ne transigeront pas avec la fin de saison qu'il y a eu. Mais celui... Moi, j'ai un nom en tête. Je ne l'ai pas nommé encore, je m'en allais là, mais je pense qu'il y en a un qui, en raison des récentes actions, se retrouverait, et je parle au conditionnel, se retrouverait comme le favori. Ah ouais? Barzal? Ouais. Tu veux que je le nomme? Ouais. Islanders de New York. Ben c'est ça, Barzal. Ah, j'ai pas entendu, tu l'as nommé, ok, ouais. Je t'ai pas entendu, désolé, Mike. Tu veux qu'on leur fasse pour l'effet de spectacle? Fait que vas-y. Vas-y. Fait que vas-y donc, voir. Barzal? Et voilà. Wow. T'aimes ça? Bravo. Moi, je pense pas que ça va être Barzal le favori. Ça va être Bo Horvat? Non, moi, je pense que le favori, c'est Sam Bennett parce qu'il est agent libre, parce qu'il y a une réelle possibilité de disponibilité. Après ça, je pense que c'est un nom vraiment pas sexy, comme Granlund, comme Duchesne, parce qu'eux aussi sont agents. Je pense que juste pour le fait qu'ils sont agents libres, leur donne priorité. Ouais. Mais après ça, si tu me demandes, moi, personnellement, si j'avais à les classer, ce serait n'importe quel des 2 insulaires, 1 et 2, Barzal ou Bo Horvat. Après ça, ce serait Sam Bennett. Après ça, ben... Ça, tu parles des probabilités ou ta liste à toi que t'aimerais, mettons? Probabilité. OK. Non, parce que ma liste numéro 1 serait Crosby. Là. Admettons qu'il est vraiment disponible, numéro 1, c'est Crosby. C'est sûr. Après ça, je ne sais pas pour vrai. Bennett était un choix populaire, mais Bennett, moi, j'aime vraiment Bennett.
Ouais, mais Bennett, tu sais, regarde encore ce qui se passe avec la Floride. Tu sais, de passer sur le corps de Tampa Bay en 5 games. Bennett s'en va nulle part. Tu es allé chercher Ils n'ont Seth pas Jones. d'argent. Ben, ils ont de l'argent, ils vont laisser partir avec Vlad. Ben non, c'est l'inverse. Ben non, au contraire, Ben oui. tu es allé chercher Seth Jones. Fait que tu gardes Seth Jones, tu es un défenseur droitier, puis tu t'en vas, tu gardes Bennett. Ben non, ils sont allés chercher Seth Jones justement parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont laissé partir ben trop de défenseurs, puis il faut qu'ils en gardent une coupe. Ah, moi, je pense pas. Puis je comprends, il y en a qui vont dire, ah, Lundell va devenir le deuxième, puis t'as d'autres gars que tu peux mettre au centre, ou à la limite, Reinhardt a déjà joué au centre, mais non, je pense que Bennett va rester. C'est un gars qui est important pour les Panthers. OK, ben là, OK, attends, je vais prendre une petite note, parce que non, je peux pas, parce que là, on ouvre trop de parenthèses, il faut en fermer une coupe avant d'en rouvrir une autre. Fait en probabilité, moi, ce serait donc Bennett 1, Granlund, Duchesne 2 et 3, les deux insulaires 4-5, mettons. Ce serait mon top 5. En probabilité. Ma liste, ce serait, s'il est disponible, Crosby 1. Honnêtement, je pense Bennett 2. Les deux insulaires 3 et 4. Et 5, ce serait... Je pense que j'aime mieux Granlund que Duchesne parce que Duchesne, en ce moment, fait 0 open bar en série. Puis j'ai jamais été un grand fan de Duchesne. Granlund non plus fait pas grand-chose, honnêtement. Là, mais sur un contrat à court terme, là. Ouais, honnêtement, je pense que je prendrais plus Duchesne que Granlund, mais juste parce que je pense qu'on a plus de chances d'avoir Duchesne que de Granlund. Mais j'aimerais mieux que ce soit via transaction et je m'attends vraiment à ce que ce soit transaction. Puis tu vois, ça serait un autre pari. Est-ce que vous pensez que le joueur de centre va aller chercher via transaction, via joueur autonome? Moi, je pense que ça va être pas en transaction. OK, mais ça va coûter cher. Entre les deux Islanders, mettons, lequel tu préfères? Je préfère Barzal. Même Easy comme ça? Je préfère Barzal. Je trouve, d'un, il est plus jeune, il a plus de talent, je trouve, mais il coûte plus cher. Raison du fait qu'il est un peu plus cher, oui. 9,15, je pense, versus 8. Mais quand même, c'est que Barzal, Suzuki comme centre 1 et 2 en séries éliminatoires, c'est pas très gros. Pas très gros. C'est pas quelque chose qui me fait peur, moi, ça. Moi, mettons, là, moi, on en a déjà parlé, là, un joueur que j'aime beaucoup, c'est Mason McTavish. Sauf que je sais qu'il n'est pas disponible, mais c'est exactement le genre de gars qui est capable il est capable, il a un peu de papier sablé, c'est un gars qui a du chien, c'est un gars qui est encore aussi, début vingtaine, mais en raison de sa fin de saison, je pense qu'il n'est pas sortable de Anaheim, malheureusement. Dans ma tête, Suzuki et Barzal, je regarde pas ce ligne de centre-là en me disant c'est des petits gars. Là. Je veux dire, je comprends que Barzal est long là, mais c'est un gars qui a un bon coup de patin. Il est 6 ou 6 et 1, le Barzal, quand même. C'est un gars qui transporte beaucoup la rondelle puis il a des aptitudes naturelles offensives incroyables. Là, moi, c'est les blessures qui me font peur dans son cas. Hein? Ouais. C'est les blessures. Les blessures, puis tu sais, parce qu'il y a 2 saisons de 80 points, 8 ans, puis entre les distanciés l'une de l'autre, puis entre les deux, c'est un gars d'à peu près 70 là, qui fait 9 millions par année. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais en même temps, tu te dis, bon, tu sais, il était dans un système un peu plus hermétique également, dans une organisation où il n'y a pas eu beaucoup d'aide, puis c'est un noyau qui est quand même très vieillissant. Fait que, tu sais, il débarque à Montréal avec des jeunes joueurs. Tu sais, un gars créatif qui a des aptitudes comme ça, tu le mets avec des mid-off, je veux dire, ça va faire des flamèches, ça va faire de la magie. Exact. Là. Puis moi, tu sais, c'est niaiseux, là, mais l'acquisition de Pierre-Luc Dubois par les Caps me faisait des fois, il faut slacker un peu sur la peur d'un contrat. Ouais. Puis la peur de l'apport aussi, comme deuxième joueur de centre. C'est pas parce qu'un deuxième joueur de centre débarque qu'il faut absolument qu'il fasse le point par match non plus. Non. Non, c'est juste que lui, vu qu'il va arriver, il y a du monde qui va arriver et dire il fait 9 millions, il faut qu'il fasse 90 points comme Suzuki. Ça, c'est sûr. Garanti. Comme si Pierre-Luc Dubois était débarqué à Montréal, on aurait dit la même chose. Ouais. Tu sais, il débarque à ce prix-là, il faut qu'il soit, tu sais, comme les gens ont dit ça de l'année cette année aussi. C'est une bonne question, ça, pareil. Si Dubois avait eu à Montréal exactement la saison qu'il y a eu cette année à Washington, 66 points en 82 matchs, où tout le monde, je pense, est d'accord qu'on se dit que c'est une très bonne saison, est-ce qu'on aurait dit que c'était une très bonne saison? On aurait dit que c'est un petit peu décevant. Je pense qu'en raison du jeu global, on aurait dit que c'est bon. Exact. Je trouve que Dubois, mais t'aurais quand même entendu. Ouais. Il a finalement rempli les promesses de joueur de centre complet, gros et physique qu'on avait placé sur lui cette année, je trouve. Enfin, moi, je suis d'accord, tu sais, mais c'est une bonne question. Tu as raison de la poser parce que il y a du monde qui se serait sûrement juste dit « Ouais, mais il a fait 66 points. » Mais en même temps, il aurait-tu terminé à plus 27 avec le Canadien? Ça? Je pense que c'est moins ça. Ouais. J'entends l'argument. T'entends. Hey Max, allons vers la deuxième ronde.
Ah ouais, allons-y, non. on va avoir le temps d'en reparler des deuxièmes centres puis tout le reste chez le Canadien de Montréal. Il y a déjà des match-ups pour la deuxième ronde, des confrontations qui sont connues. Au moment de l'enregistrement, c'est pas toutes les confrontations qui le sont surtout dans l'Ouest, en fait, là, parce qu'on a 3 des 4. Mais débutons avec l'Est. Les Panthers de la Floride contre les Leafs de Toronto. Les Leafs de Toronto qui sont finalement passés en deuxième ronde. C'est seulement la deuxième fois depuis 2004 que les Leafs accèdent au deuxième tour. Tu vois quoi dans cette série? Tu favorises qui? Oh là là. Je t'avoue, Gonzo, que la Panthère, là. Elle me fait suer en première ronde. Elle me fait suer. C'est normal. On a J'avais le Lightning, hein? J'avais le Lightning en finale de la Coupe Stanley. Je suis là à me péter les bretelles. J'ai eu Capitals en 5. Ben ouais, Ticlin avait le Lightning en finale. Alors ça, c'est la preuve que même que lorsque vous allez bien, même lorsque vous dites « je suis en feu », de un, faites-vous un budget. Et de deux, n'oubliez pas, pour chaque bonne prédiction, même des gens très calés, pas moi, moi, je suis pas très calé. C'est ça que j'allais dire. Tu viens juste de lancer des moi, je suis d'accord avec moi-même. Là. Non, moi, je commence à caler, mais je ne suis pas très calé. La différence, là, on se trompe. Moi, je vais être honnête, surtout en raison de la cote. Maple Leafs, largement négligé. 2,45. Les Panthers, 1,59 pour gagner la série. Me donne le goût d'y aller avec Maple Leafs. Ma réelle prédiction, c'est que les Panthers vont gagner ça. Ils ont trop dominé la série contre Tampa, que je considère encore comme une meilleure équipe de série que les Maple Leafs de Toronto. Les Leafs, la série contre les Sens, elle s'est finalement finie en 6, là, mais même à ça, je trouve qu'elle a été plus serrée que même en 6 le laisse paraître. Mais c'est quoi? En raison du 2,45, puis à la fin des 3 séries, je vais t'expliquer pourquoi, là, mais je vais dire Toronto. Mais je pense que la Floride gagne, mais dans ce cas-ci, des fois, il faut y aller avec la cote. Puis en raison de la cote, je trouve qu'à 2,45 Toronto, ça me parle. Je comprends, tu me l'expliques bien. Moi, je suis Floride, mais je ne prendrais pas la Floride à 1,59. Tu sais. Exact. Il faut essayer d'y aller pour le nombre de matchs. J'irais pour le nombre de matchs. Sinon, j'irais peut-être sur... Je serais sûrement game d'aller chercher l'écart de match, sinon. Tu sais, est-ce que je suis game de prendre, mettons, les Panthers moins 1,5? Ouf, tant que ça. Il faut qu'ils gagnent en 5 ou en 6 ou en 4. Mais tu sais, en 6, je pense pas qu'ils vont gagner en 7. Non? Je les vois pas gagner en 7. Tu sais, je les vois gagner en 6. Puis la raison pourquoi je prendrais les Panthers en 6 pareil, c'est parce que, bon, tu sais, on regarde l'équipe qui est passée sur le corps des Leafs il y a 2 ans, c'était à peu près la même chose, puis ils avaient gagné en 5. Mais les Leafs, c'est une équipe bien différente. Mais tu sais, je regarde la line-up, je veux dire, Tkachuk, Bennett, Reinhardt, Barkov, tu sais, eux aussi, ils ont leur Big Four, là, tu sais. Puis Bobrovsky, tu sais, ça a été quoi? Ça a été 2 buts ou moins dans 3 des 4 victoires dans la série. Puis quand le Bob redevient le Bob des séries, c'est solide. Oh ouais. Tu sais, tu as battu Tampa Bay, on a parlé de Tampa Bay, mais Tampa Bay, tu n'as pas juste battu Tampa Bay, tu as battu Tampa Bay en 5, qui était une des équipes les plus dominantes depuis les 4 nations. Ouais. Puis le trio de marchands aussi, avec Lustarinen puis Lundell en feu, en première ronde. Désavantage numérique a été solide. Panthers en 6. Toes, hein? Let's go. À 4,50. Ouais. OK. J'aime ça. Si tu avais à prendre un nombre de matchs pour les Panthers, tu prendrais lequel? En 6 aussi. Tu vois, c'est pas pour rien que c'est la plus petite cote. Hein? Non, 6 aussi. J'aime pas. J'ai pas aimé la série des Leafs contre les. Moi, honnêtement, j'avais les Leafs au deuxième tour contre Tampa. Et contre Tampa, je vendais chèrement la peau des Leafs. Je pensais que ça allait être une série en 7. De la façon dont je conjugue un petit peu. J'aurais aimé. Parce que, tu sais, j'avais les Leafs en 7 quand même là, contre Ottawa, mais j'avais les Leafs en 7 contre Ottawa parce que je pensais qu'Ottawa allait vraiment jouer une bonne série, mais là, je trouve que c'est encore les joueurs des Leafs qui m'ont déçu plus qu'autre chose, pour vrai. Puis c'est ça que j'aime pas. Je comprends. C'est ça que j'aime pas. Mais tu as eu des joueurs qui ont mieux fait quand même aussi chez les Leafs, fait que c'est encourageant. Puis est-ce que la victoire en première ronde va être un soulagement pour certains Leafs? Ça n'a pas été convaincant, par contre, je le donne. Et ça, veux pas, c'est sûr que ça influence notre choix pour la ronde suivante. Puis c'est pour ça que je vais avec les Panthers. L'autre dans l'Est, celle-là est plus pour moi gratte-coco, puis pas à peu près. Les Capitals contre les Canes, on se rappelle, la dernière fois ils sont affrontés, c'était l'incident Ovechkin-Svechnikov de 2019. Rappelle-toi du combat. Puis les Caps avaient gagné les 2 premiers matchs. Puis là, finalement, les Canes étaient revenus. Puis ils avaient gagné. Les Hurricanes avaient gagné la série contre les Caps. Les Hurricanes sont largement favoris dans cette série, Max. Hey, excusez-moi. Gonzo, excuse-moi, mais
Quel manque de respect! Quel manque de respect aux Capitals de Washington qui ont fini quoi? 12 points devant les Hurricanes cette saison? Celle-là, je la comprends pas. Que les Panthers de la Floride, qui sont négligents entre guillemets dans le sens où sont plus bas au classement, soient favoris face aux Leafs. 10 points aux Leafs, OK. Mais que les Hurricanes, 12 points derrière les Capitals de Washington. Les deux ont mal fini la saison régulière. Les Hurricanes ont conclu leur saison régulière avec 3 victoires en 10 matchs. Les Capitals de Washington ont passé, entre guillemets, plus facilement quoique les deux, ça s'est fini en 5. Mais tu sais, non, moi, Mais là, Freddie Anderson aussi. Ben, moi, je comprends pas. Puis les Hurricanes, c'est une équipe qui a une... Tu sais, moi, tu regardes ces deux alignements-là. Lequel est le plus un alignement de série? Pour moi, c'est les Caps de Washington. La pesanteur des Caps de Washington. Je ne comprends pas du tout. Même comme favori dans ce cas-ci, j'y allais avec les Caps. Et sur ça, 2,25 pour les Capitals de Washington. Donne-moi ça immédiatement. Tout de suite. Mais tu vois, Max, je trouve que c'est une série, puis je le disais, c'est une série qui est difficile à prédire. T'sais. Je trouve qu'on a deux équipes. Tu as la corpulence des Caps, mais c'est deux équipes qui jouent beaucoup l'échec avant. Parce que l'équipe de Rod Brindamour, on le voit, à chaque fois qu'on le voit, c'est une équipe qui est coriace, qui arrête jamais, elle t'étouffe, elle te donne pas grand-chose. Je trouve que les Caps n'ont pas joué une série très enlevante contre le Canadien. Fait que si les Canes sont capables de museler comme ils sont capables de le faire, les Caps, ils n'ont pas tant provoqué offensivement contre le Canadien, les Caps. C'est vrai. Les Canes sont capables de te shutdown solide. Là. Fait que s'ils sont capables de faire ça, puis qu'ils t'étouffent, tu vois, moi, honnêtement, je pense que je serais game d'y aller pour les Canes. Mettons que je devais apprendre avec le nombre de matchs, là, je prendrais les Canes en 7. Oh. Ouais, donnez-moi les Canes en 7. Tu prends les Caps, on fait-tu une petite pizza là-dessus? Oh. Ben, attends. Caps 15? Ouais. Ben là, c'est un peu juste le gagnant. T'as quand même le favori. Ouais, mais là, je peux pas te bêter des moitiés de pizza. Là, non, je sais. Puis ça vaut pas du 2 pour 1, honnêtement. Non, je sais. Mais je te pose la question. Les pizzas 2 pour 1. Je te pose la question. Ouais. Sébastien Aho puis Jesperi Kotkaniemi, Jordan Staal ou Dylan Strome puis Pierre-Luc Dubois? Ben là, il faut que tu me dises les 3. T'en as nommé 3 d'un bord puis 2 de l'autre. Ouais, mais c'est parce que je trouvais ça chien. Je trouvais que si je disais juste Jesperi Kotkaniemi, je trouvais que c'était trop facile. OK, Lars Eller. Ajoutons Lars Eller. Ouais. Ben, le premier dans tout ça, c'est Sébastien Aho. Ouais, mais sais-tu quoi? Moi, je pense que Dubois va shut down Sébastien, va être mean avec Sébastien Aho, puis ça va donner un avantage au... Il faut. Ça va donner un avantage aux Caps. Faut que tu frappes. Faut que Ryan Leonard aussi joue comme il a joué contre le Canadien. Faut que Wilson soit capable de jouer pareil. Faut que ton quatrième trio soit là aussi. Mais tu sais, le troisième trio des Canes est solide aussi. On l'a vu en série depuis une couple d'années. Ils ont des éléments, les Canes. Tu sais, des gars comme Jarvis, de Jackson Blake qui est arrivé aussi en fin de saison et qui a été très bon. Tu sais, maintenant, tu as Stan Coven qui est plus bas. Svechnikov, il va faire quoi? Je resterais avec les Canes pareil, Max. C'est qui le Josh Anderson des Canes qui va faire suite Tom Wilson puis répondre à ses simagrées? Bonne question. Pas. Will Carrier? Je pense pas, honnêtement. C'est pas Jordan Staal non plus. C'est pas Taylor Hall. Ben, le troisième trio des Canes est capable de le faire, mais tu sais, ouais, j'ai même pas nommé Taylor Hall. Je pense que le seul trio, tu sais, en fait, je vais te le dire. Tu sais, pour ce qui est du quatrième trio des Canes, puis on l'a vu en fin de saison, là, l'arrivée de Jankowski, qui a été très bon avec Eric Robinson aussi, l'ancien de Columbus, là, puis je sais que c'est des noms très, très... Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont connaître ces joueurs-là, là, mais Robinson avec Jankowski, c'est à 4, là, c'est un trio qui est fatigant. Ça va être fatigant pour les Caps. Tu es en train de dire que nos auditeurs ne connaissent pas leur hockey, toi, là? Ben non, mais je suis en train de te dire qu'il n'y a pas grand monde qui vont aller regarder le quatrième trio en Caroline. C'est pour ça qu'on est là aussi. Là. Puis ceux qui les connaissent, ben, tant mieux pour vous autres. Là, vous allez sûrement comprendre et dire c'est vrai qu'il est fatigant. Là, puis Carrier a souvent été là avec les deux. Là. Hey, c'est quoi? Amène-moi la pizza. Amène-moi la pizza. Les gens manquent de respect aux Capitals de Washington depuis trop longtemps. Les Capitals de Washington s'en vont en finale de conférence. Donne-moi les 15. Hey Max, le temps file, mais Vegas et les Oilers. Quel revirement de situation pour les Oilers. Quel revirement de situation. Là, Ekholm va être de retour. Calvin Pickard dans le filet. Tu vois quoi se dessiner pour la série dans l'Ouest?
Et là, Gonzo, je t'arrive au moment que je disais que j'avais hâte de revenir là-dessus quand on parlait des livres. C'est que, as-tu remarqué une chose? Quoi? Toutes les équipes jusqu'ici, dans les 3 séries qu'on connaît, qui commencent sur la route et qui donc ont terminé plus basse au classement, sont favorites. Sont favorites. Ouais. Sont favorites. Les Oilers d'Edmonton sont favoris 1,83, légèrement, mais quand même. Cote de 2 pour les Golden Knights de Vegas. Et Floride était favori contre Toronto. Caroline était favori contre Washington. Et honnêtement, à moins que les Blues de Saint-Louis complètent la remontée et battent les Jets de Winnipeg, ce qui est très possible, je pense que toutes les séries, ça va être le cas. Je pense que Colorado-Dallas contre Winnipeg, peu importe lequel des deux, va être favorisé contre Winnipeg. Ça va être beaucoup plus serré, ça va beaucoup plus être une cote du type Edmonton Golden Knights que les deux dans l'Est. Ouais. Et pour cette raison-là, c'est quoi? Donne-moi les 4 négligés avec des cotes de 2. Peu importe qui de Colorado ou Dallas, donne-moi Winnipeg, donne-moi les Golden Knights de Vegas, les Cavs de Washington et les Maple Leafs, parce que je ne peux pas croire qu'il n'y en a pas au moins 2 sur 4 qui gagnent leur série. Et donc, avec toutes des cotes de 2 et plus, t'en sors gagnant. Je vais être honnête, c'est pas ce que je pense nécessairement qui va arriver, mais stratégiquement, je déteste pas cette possibilité-là. Celle-là aussi, je trouve que c'est difficile de pouvoir prédire ça, parce que les Oilers d'Edmonton, t'as quand même donné 24 buts là, aux Kings. T'as donné 24 buts en 6 matchs. C'est sûr que Pickard, tout le monde dit « Ah ouais, mais il est arrivé puis il est 4-0. » Ouais, mais il y a un pourcentage en bas de 900 pareil. Il y a un pourcentage en bas de 900, puis Vegas est fait sur mesure pour les séries éliminatoires. C'est une équipe qui est profonde, c'est une équipe qui est grosse. Si le personnel de soutien des Oilers d'Edmonton, on a vu avec Henrik, puis Connor Brown, puis Trent Frederick, puis Mathias Janmark également, puis le retour d'Evander Kane, tu as des éléments pour jouer du hockey différent chez les Oilers. J'aimerais ça pour Connor puis Léon, honnêtement. J'aimerais ça parce que je pense que avec le revirement dans la série, ils ont l'air en mission. Mais je vais prendre Vegas, moi aussi. Je prendrais Vegas en... J'ai le goût de dire 7, mais la cote de 6, elle est le fun. Vegas en 6, c'est quand même 7 fois la mise. Ah, ça n'arrivera pas. Ça ne sera pas en 6. Tu penses que ça va être en 7? Si Vegas gagne, c'est en 7. Parce que si on oublie ma stratégie de prendre les 4 négligés, parce que moi, c'est vraiment... Il faut que tu prennes les 4. Parce que tu peux pas essayer de trouver. C'est là, si tu essaies de trouver le bon, c'est là où tu peux te planter. Si tu prends les 4... C'est pas les 4 qui vont gagner. Non, je sais. C'est pas les 4 qui vont gagner. Non, je sais, mais c'est ça que je dis. Donc, si tu choisis les 4 puis que tu en as 2, parce que si tu essaies de choisir les 2... Ouais, tu ne prends pas en combo. Là, non, c'est ça. Si tu prends les 4 individuellement puis il y en a 2 qui passent. Mais réellement, je pense que les Oilers d'Edmonton vont gagner ça. Et c'est un très bon point sur Vegas. C'est une équipe bâtie pour les séries. Mais Adin Hill a été un des pires gardiens de but pour les buts sauvés en première ronde. Il a terminé avec... moins 1,07 buts sauvés. Darcy Kemper, malgré ses statistiques traditionnelles ordinaires, son taux d'efficacité de 889, a été dans le positif pour les buts sauvés. Ceux qui sont moins familiers avec ces statistiques-là, ce que ça veut dire, là, c'est que malgré tous les buts qu'il a donnés, les chances de qualité des Oilers d'Edmonton étaient tellement élevées qu'il a fait le travail. C'est juste que ce sont les Oilers d'Edmonton. Et de la façon dont Adin Hill a joué dans la série numéro 1, là, tu as Léon et McJesus qui arrivent encore plus entraînant l'équipe que jamais. Moi, j'ai très peur pour les Golden Knights. Parce que les Oilers d'Edmonton, ça leur fait pas peur de gagner des matchs 6-5. Est-ce que Vegas peut faire mieux que les Kings puis aller gagner plus de matchs de 6-5? Enfin, je pense que c'est ça qui va arriver. On va avoir autant de buts. Je sais pas si on va en avoir autant. Il y a au moins quelques matchs dans lesquels ça va arriver. Mais tu sais, t'es gros sur les 4 trios à Vegas, puis tu peux marquer sur les 4 trios aussi. Puis en défensive, c'est la même affaire. Chaque paire bouge bien la rondelle, puis chaque paire est capable d'être physique. Mais Adin Hill, moi, c'est le point faible, je trouve. Mais tu trouves pas que contre les Oilers, ça change rien d'être gros et d'être mean parce que McDavid et Léon vont faire leur affaire. Regarde les ça Kings. Va rien changer. On n'arrêtait pas de vanter les Kings, un des meilleurs systèmes défensifs de la Ligue, puis regarde ce qu'ils ont fait. C'est sûr que... Mais puis là, tu retrouves Econ. Moi, c'est ça qui me fait dire que... Tu sais, là, je prends Vegas en 7, là, mais si les Oilers gagnaient, là, c'est juste parce que... J'ai un petit pari on the side puis je veux pas voir les Oilers passer. C'est juste pour ça. Moi, je pense honnêtement qu'on a une reprise de la finale de l'Ouest de 2022. Colorado-Edmonton. Ça serait écœurant. Ouais. Ça serait écœurant. Donc, si tu me dis ça, c'est donc que tu favorises l'Avalanche dans un match numéro 7 contre les Stars. Ah ben oui, j'avais l'Avalanche pour l'emporter de toute façon. Je t'avoue que je pensais que ça allait être en 6. Là, évidemment, vu que ça se termine en 7, peu importe, c'est que vous ne pouvez pas aller parier sur le gagnant de la série, vous pouvez juste aller parier sur le gagnant du match. Ben ouais. Colorado est quand même très favorisé dans ce match-là. Quelle drôle de série, je trouve.
Drôle de série, Mais, je trouve. C'est vrai que c'est une série qui est un peu weird. T'as comme vu le meilleur puis le pire. Puis, tu sais, même dans le dernier match, je veux dire, tu sais, l'Avalanche prend les devants 2-0, les Stars reviennent, gagnent 4-3, l'Avalanche avec le but weird de McKinnon qui a rebondi sur 3 joueurs des Stars, Rantanen et Ince qui font 4 points chaque en une période. Je sais pas. Honnêtement, oui, la bonne nouvelle, c'est que Netchach a marqué, Nichushkin a marqué également. Tu peux pas te faire sortir en première ronde. Tu peux pas, je veux dire, les Stars, tout le monde va dire bah, t'avais pas Robertson, t'avais pas Iskanen. Mais si Colorado se fait sortir en première ronde, c'est comme. C'est fou. Donc, j'ai pris l'Avalanche dans la série. Je vais rester avec l'Avalanche, mais c'est de flipper un 30 sous quasiment. Si Colorado se fait sortir au premier tour après avoir autant investi à date limite des transactions, parce que je pense qu'on peut dire sans se tromper que c'est l'équipe qui a le plus investi là, cette année. Changer les deux gardiens de but après ça, toutes les acquisitions qu'on a fait, je pense qu'il va y avoir des grosses questions qui vont se poser au Colorado. Puis peut-être que Sidney Crosby va se retrouver là. Bon. On boucle la boucle. Bon. On revient avec Sidney Crosby. Jets Blues? Jets. Jets en 6, ça se termine en 6. Moi, avec, j'ai les Jets. J'ai les Jets. On se fait un petit tableau Conn Smythe, une petite mise à jour, parce qu'il y a quand même des candidats qui ont bougé beaucoup dans la dernière semaine, puis on le fera ça à chaque semaine, on le fera au pire, là, un petit changement là, sur le Conn Smythe. Mais regardez ça, comment ça a fondu au soleil là, pour certains joueurs. Dylan Strome, sa cote avant les séries 50, elle a diminué de moitié, il est à 25. Kyle Connor de 60 à 25. Mark Scheifele de 70 à 40. Ouais. Et Anthony Stolarz de 75 à 35. Tu sais, la semaine dernière, je te disais, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive pour que ce soit Stolarz qu'on ose lui donner le Conn Smythe et pas le donner à quiconque du Big Four. Je pense que c'est un peu ça qui est en train d'arriver. Honnêtement, par contre, je sais pas pour toi, mais moi, pour des négligés, là, des long shots comme ça, je pense que le train a été un peu raté pour ces joueurs-là. Ouais, je comprends. Tu sais, c'est drôle quand même qu'après une ronde, finalement, avec la victoire des Oilers, mais c'est Connor McDavid qui est favori. Ben, honnêtement, est-ce que, en ce moment, là, je veux dire, je pense que plus que jamais, Connor McDavid est le MVP des Oilers, là, parce que Connor McDavid, en ce moment, là, il joue pas juste contre les Kings puis maintenant les Golden Knights, il joue contre ses gardiens de but. Là. Ça n'a pas d'allure. Je peux te poser une question, par exemple? Parce que je vois les cotes, puis McDavid est à 7,50, OK, pour les gens à la maison. Ouais. Le deuxième sur la liste, c'est McKinnon. C'est qui, à votre avis? C'est McKinnon, qui est deuxième marqueur. Non. Ouais, oui, mais à égalité avec quelqu'un d'autre. Hey, j'ai même pas vu celle-là. Attends, il est à égalité avec quelqu'un d'autre? Ouais. Attaquant? Ouais, attaquant. Léon? Ouais, avec Léon. Fait que tes trois favoris, là, c'est Connor McDavid, Léon à égalité avec McKinnon. Mais regarde la différence. C'est le double ou presque. Puis plus loin, t'as AO. Mais là, moi, j'aime bien le trio de la Floride. Bobrovski, Tkachuk, Barkov. Le trio de la Floride. Non, mais le trio de joueurs de la Floride. Ouais, non, c'est très drôle. Ils ne jouent pas ensemble les trois. Là, non, je sais. Tu comprends? La valeur mettons, un 17 fois la mise pour Tkachuk ou un 15 fois pour le Bob, j'aime la valeur de la cote. Moi, dans le tableau qu'on a vu, le seul que je cible un petit peu, c'est Dylan Strome parce que... Oups, c'est pas le bon tableau, mes excuses. C'est Dylan Strome parce que je vois pas les Jets en finale de conférence et je ne vois pas les Leafs en finale de conférence, alors que Dylan Strome, je vois les Caps en finale de conférence. Sinon, moi, je persiste et signe dans ces paris-là. J'essaie de cibler des joueurs d'équipe que je pense qu'ils vont en finale. En ce moment, c'est McDavid. Mon pari de début de série, puis je l'ai pris, c'était McKinnon, ça paraît bien. Il a la chance de terminer le premier tour à égalité ou peut-être même devancer Connor McDavid pour les points. Je pense vraiment que, tu sais, après ça, c'est juste une ronde sur 4, là. Mais je pense vraiment que McKinnon, en ce moment, pour l'Avalanche, a pris le edge. Mais sinon, tu sais, je regarderais aussi du côté des Panthers de la Floride parce que en ce moment, je vois difficilement les Panthers pas se rendre en finale, là, mais regarde. Exact. C'est pour ça que je cible, parce que je trouve que les cotes sont plus élevées que celles des Oilers. Puis même un gars comme Sam Reinhart à 30 fois la mise, je suis comme, ah. Mais ceci étant dit, sais-tu quoi avec McDavid? Je prendrais pas un pari McDavid en ce moment. Je ferais ce que j'ai fait l'an passé. Je t'en ai parlé la semaine passée. J'ai mis un petit montant quand il tirait de l'arrière 0-3 contre les Panthers. Si les Oilers, qui peuvent très bien tomber 0 quelque chose contre n'importe quelle équipe, soyons honnêtes, ils en gagnent 4, ils en perdent 3, ils en gagnent 4, ils en perdent 3, là, c'est tout le temps comme ça. Personnellement, si tu veux cibler Connor McDavid, espère qu'il soit en retard dans une série à un moment, sa cote va monter. Attends une défaite. Je suis d'accord, c'est un très bon conseil.
Mise Ça au jeu m'arrive des fois. plus, miseaujeu.com. Hein? Ça m'arrive des fois. Ben oui, ça t'arrive souvent, Max. Arrête, là. Ça t'arrive très souvent. Tu sais, je suis pas juste d'accord avec moi-même, je suis d'accord avec toi des fois aussi. Bon, c'est bien ça. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour tous vos paris. Bon début de deuxième ronde. Également, faites-vous un budget, respectez votre budget, allez vous abonner également. On sera à 2000 pour la semaine prochaine, ce serait bien le fun avec vous également. Merci d'être là semaine après semaine. Et Max, je te souhaite un bon week-end. Je suis content, Je vais pouvoir dire que je suis 6 pizzas au-dessus. 6 pizzas. À qui tu parles? Hein? Tu parles à personne. T'inventes des affaires. Ben non, je veux dire, j'ai plein de gens. T'inventes que j'aime pas Kovalev, t'inventes que j'aime pas Alak, puis tu t'inventes des amis à ta droite, là. C'est vrai, c'est pas à droite, ils étaient à gauche. Ah, tes amis sont à gauche. OK, ciao. Exact. Max, bon week-end tout le monde. On se revoit la semaine prochaine.